Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly et actuellement je travaille pour Maïfix, qui est la cellule de innovation de la Maïf, si je ne me trompe pas. Accélérateur technologique de la Maïf. Donc voilà. Bonjour, donc, moi je m'appelle Alexandre Delec, je suis développeur chez Serly également. Et donc je travaille avec Mathieu pour Maïfix, avec François, ici présent. Donc, bonjour à tous, moi c'est François Demier. Alors moi je suis chez Maïfix et dans le projet qu'on fait tous ensemble, moi je suis un peu chargé d'assurer la cohésion opérationnelle de nos travaux. Alors dans ce talk avec Mathieu et Alexandre, on va vous faire un retour d'expérience sur l'aventure qu'on vit depuis 6 mois maintenant, qui a consisté en fait à développer, déployer en prod et faire tourner une plateforme de service. Donc en gros une boîte à outils en mode SaaS à destination des développeurs pour qu'ils puissent bosser dans les meilleures conditions possibles. Alors avant que Mathieu et Alexandre vous détaillent un peu les outils qu'on a mis à disposition, on va vous expliquer pourquoi on s'est lassé là-dedans. Alors on n'est pas parti sur un coup de tête, il y a une vraie réflexion en amont. L'idée en fait c'est que nous on est une mutuelle d'assurance et dans le monde qui accélère aujourd'hui, tous nos modèles d'assurance traditionnels vont être mis en cause par l'arrivée potentielle des GAFA sur notre marché, par les voitures autonomes, par les maisons connectées. Et pour répondre à cette nouvelle menace et essayer de pérenniser l'entreprise sur du long terme, nous, on doit se réinventer. On doit pouvoir ouvrir notre SI à de nouveaux partenaires pour saisir des nouvelles opportunités business. On doit pouvoir mettre en prod des offres d'assurance innovantes. Et on doit pouvoir offrir tout un tas de services autour de nos offres d'assurance pour accompagner l'utilisateur, le client, tout au long de sa vie, et pas seulement quand il lui arrive un sinistre ou un accident. Il faut vraiment se recentrer sur l'expérience client. La solution qu'on a apportée à ça, nous, c'est la construction donc d'une plateforme de service. Mais c'est quoi une plateforme de service, François ? C'était de l'impro, bien sûr. Alors, une plateforme de service, pour nous, on va pas se parler du sens business du truc. On va vraiment parler du socle technique, c'est-à-dire une espèce d'établi, donc un ensemble d'outils sur étagère à disposition des développeurs pour qu'ils puissent facilement concevoir et expérimenter en prod des produits, en fait. Donc, nous, pour ça, on s'est inspiré de la philosophie SaaS. Donc, on utilise tous des trucs comme Gmail, comme Drive, comme Dropbox. Et nous, on a voulu transposer ces philosophies aux usages métiers au sein de l'entreprise. Donc pour nous, la plateforme de service, c'est la socle technique qui permet de poser ça dessus. Alors, comment on s'y est pris ? Donc quelques mois avant qu'on se lance là-dedans, notre direction nous a posé une question. En gros, la question c'était, qu'est-ce qu'on ferait si on partait d'une page blanche ? En fait, c'est quoi l'état de l'art ? Donc, cette étude, elle a porté sur un périmètre vraiment global, aussi bien technique, qu'organisationnel, que méthodologique. Et à partir de cette étude, en fait, on a extrait 64 principes qu'on a formalisés sous forme de jeu de cartes. Donc un jeu de 64 cartes. Donc Sébastien en a un dans les mains, si tu peux le montrer à tout le monde. Il existe vraiment ce jeu de cartes. Et en fait, ces 64 principes, on les a classés en 5 catégories. La user experience, le time to market, l'interopérabilité, la place de l'humain et les règles du jeu. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu organisation, rapidement, je vous rassure. Donc, dans les boîtes comme la nôtre, les grosses entreprises, on est souvent, au niveau des directions informatiques, découpés en silos par compétences ou par technologie. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des feature teams ou des product teams, c'est-à-dire des équipes qui sont orientées autour d'un produit et qui portent ce produit tout au long de son cycle de vie. Que ce soit au développement, pour les évolutions, pour le déploiement en prod ou pour la maintenance au fil du temps. Ces feature teams, elles nous ouvrent des nouvelles portes. Elles nous permettent d'être agiles et de fonctionner en mode MVP. C'est-à-dire qu'on peut éprouver facilement un nouveau concept en prod, on peut mettre très vite une nouvelle idée en prod. L'important, c'est de la faire évoluer en fonction des feedbacks qu'on récolte au fil du temps, quasiment en temps réel. Et on a le droit à l'erreur, en fait. Comme on peut faire vite évoluer le produit, on a le droit de se planter, c'est pas grave, l'important c'est d'apprendre de ses erreurs. Très vite, on en parle un peu plus tard, mais typiquement, nous, notre plateforme, elle a été mise en prod pratiquement dès le premier jour. Au bout de 3 mois, on avait des produits en prod dessus pour les clients. Après, l'idée, c'est qu'à chaque sprint, tu déploies ton truc, donc c'est-à-dire à la semaine ou 2 semaines, mais enfin, c'est du déploiement continu au final. C'est vraiment déploiement et intégration continue, voilà. Donc
ce qu'on constate, c'est que déjà que l'humain s'y retrouve, parce qu'il a beaucoup plus de sens dans son effort au sein de l'entreprise, il sait à quoi ça sert, il arrive plus à se situer. Et l'entreprise aussi s'y retrouve parce qu'on accélère énormément le time to market, depuis l'idée marketing en fait, jusqu'à la réalisation d'un produit qui est diffusé en prod. Ouais, je vais vous parler de la suite. Donc là, en fait, c'est super. On a des feature teams qui sont autonomes, qui sont capables de prendre 100% du fonctionnel et du technique. Par contre, si en fait, elle développe très rapidement des produits, mais que en fait, elle se heurte à la livraison en production, c'est problématique. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de rendre facile, de mettre à disposition facilement des serveurs et de pouvoir déployer les applications très rapidement. Et pour ça, en fait, il faut automatiser au maximum toute cette partie-là pour qu'on puisse déployer très vite, donc plusieurs fois par jour si nécessaire. Donc l'idée du MVP, c'est de mettre très rapidement une application en production, d'avoir des feedbacks et de pouvoir enrichir cette application au fil de temps. Et pour ça, il faut avoir des process de déploiement qui soient automatisés afin que le déploiement sur un couloir de développement, de production ou de pré-production, ce soit exactement la même chose et qu'il n'y ait aucune surprise. Alors tout ce qu'on vous dit là, ça peut paraître un peu enfoncer des portes ouvertes ou des choses comme ça. Après, dans certains contextes, notamment grosses entreprises et tout, c'est des choses qui commencent à peine à arriver et tout. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment pousser sur ce genre de choses, l'automatisation et tout, pour arriver à faire des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc moi je vais vous parler maintenant de la partie technique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, habituellement dans ce genre d'entreprise, on a quelque chose où on a des applications qui sont majoritairement fortement couplées les unes aux autres, notamment parce qu'elles utilisent potentiellement la même base de données legacy, ou alors elles utilisent l'USB qui est au centre du SI en fait. Donc ça c'était des choses à la mode il y a quelques temps et qui maintenant sont plus forcément autant à la mode, et on aimerait bien ne pas avoir à gérer ça, mais bon, on a ça. Donc c'est à dire que chaque fois qu'on veut faire évoluer l'applicatif dans le SI, on a une forte prise de risque, et faire évoluer l'applicatif coûte cher, puisque dès qu'on modifie quelque chose, ça a des impacts un petit peu partout dans le SI. Donc les orientations qu'on a pris pour cette nouvelle plateforme de service, c'est de dire que chaque produit est technologiquement autonome, c'est-à-dire qu'il a ses propres sources de données, enfin ses propres bases de données, propre système de messaging, j'entends message broker, hein, pas plus que ça. Vraiment quelque chose qui est complètement autonome, même technologiquement, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas, excusez-moi, sur une technologie en particulier. N'importe quel produit peut être codé en n'importe quoi. L'idée, c'est qu'après, tout le monde parle ensemble avec des trucs un peu standards, donc API REST, messaging, etc., etc. Donc ensuite, on a fait en sorte, on a posé quelques éléments de base, notamment sur la façon de concevoir les produits. Donc on pense API first, Bandit Context, on pense Reactive Manifesto quand on code. On essaye de faire en sorte d'être le plus pragmatique possible, pas de dogme dénué de sens. Alors ça, c'est un grand classique, hein, c'est genre tu feras comme ça parce qu'on l'a dit. Non, on fait quelque chose qui marche, et après, si il faut le faire bouger, le faire évoluer parce que ça ne matche pas le nouveau périmètre, on le refait si besoin. Et puis surtout, on essaye d'utiliser au maximum des services SaaS quand on ne veut pas réinventer la roue. Donc typiquement, nous, on est des très très gros utilisateurs de choses comme Auth0, comme Mailgun, on utilise GitHub à fond, on utilise bien d'autres choses. Bon, bref, on essaye de prendre les outils qui existent déjà, et de pas avoir besoin de redévelopper des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt immédiat à être développés. Donc voilà un petit peu. Donc c'est vraiment notre philosophie, là, on parle d'API, d'event-driven, et le reste, chacun fait comme il veut, pourvu que ça se fasse bien et que tout soit autonome et qu'il y ait un couplage lâche entre nos différentes applications. Donc pour résumer, en fait, Opoun, c'est donc une plateforme de service qu'on a conçue en s'affranchissant des freins à l'agilité pour aller vite. C'est une boîte à outils à destination des devs pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur développement, sur la valeur qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, et qu'ils ne soient pas embêtés par des contraintes extérieures. Donc, comment on s'y est pris ? On s'est permis de partir d'une page blanche, en parallèle de l'activité de notre DSI, l'activité qui reste vitale, mais nous, il y avait trop de freins sur notre DSI pour pouvoir aller vite avec, donc on a construit Opoun. Derrière Opoun, il y a une core team, en fait, un effectif de 6-7 personnes max, dont les compétences recouvrent l'ensemble en fait, des besoins qu'on a pour mener à bien notre projet. Et l'idée, c'est de vraiment
d'expérimenter en prod en même temps qu'on développe en fait. Depuis le jour 1, Open est en prod et ça marche. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans les détails un peu plus techniques pour vous. Donc, nous, ce qu'on avait besoin de faire, donc nous, vraiment, on est la core team. Donc la core team, c'est nous qui mettons à disposition des développeurs de la Maïf des outils pour pouvoir créer de nouveaux produits, de nouvelles applications. Et la première chose qu'on a eu besoin de faire, c'est de fournir du matos, quoi, en fait. On a eu besoin de fournir des machines pour déployer des applis, des bases de données, des brokers de messages, des choses comme ça. Sauf que on n'était pas trop en mode bon, on va faire du Docker, on va tout faire nous-mêmes, etc. Enfin, c'est un travail assez monstrueux à faire. On n'avait pas vraiment envie de se lancer là-dedans. Puis il y a des gens qui font ça pour vivre et qui le font très très bien. Donc nous, on a juste dit il faudrait qu'on se trouve un pass super sympa à utiliser pour déployer nos applications et donner tous les outils nécessaires aux développeurs pour créer leurs nouveaux produits. Et donc, on a choisi Clever Cloud. Wouh! Donc vous pouvez, les gens de Clever Cloud sont en bas si vous pouvez, n'est-ce pas, hein? Je trouve aussi. Du coup, on reparlera de la petite enveloppe après le. Ok. Donc pourquoi Clever Cloud ? Déjà parce qu'on pense que c'est un bon outil. Alors moi personnellement je le pense. Je pense que c'est partagé dans l'équipe. Après, faites-vous une idée de votre côté, mais on trouve que c'est un super outil. On peut déployer notre application dès les premiers commits, c'est-à-dire qu'on dit le projet commence aujourd'hui, l'après-midi on a un truc qui est déployé avec une URL. Alors il y a juste un Hello World, mais au moins il y a une URL. On peut le montrer à des gens. Donc ça c'est un des premiers trucs qui a vraiment surpris, c'est que au bout de 2-3 jours, voilà, vous pouvez regarder le début de l'application à telle URL. Sérieux ? On peut regarder le truc déjà ? Ouais, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir l'application déployée quelque part. Donc ça, c'est vraiment cool. On a du feedback instantané de gens qui ne sont pas techniques, qui ne peuvent pas installer le truc sur leur machine ou autre. Et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, dans les autres choses qui nous ont fait choisir Clever Cloud, c'est français, donc c'est bien. Le support, du coup, est vraiment cool. Enfin, les mecs sont réactifs et on peut discuter avec eux. C'est plutôt chouette. C'est éthique, notamment au niveau de la gestion des données. Les données nous appartiennent. Ils n'appartiennent pas à Clever Cloud. On ne peut pas le dire de tous les passes du monde. Et puis, c'est pas si cher que ça finalement, comparé au coût de production d'un SI tel que des groupes comme la Maïf ou même autres. Finalement, ça reste un prix tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on peut avoir déjà. Donc, et puis finalement, les gars ils sont cool. C'est nos ops quoi. Du coup, c'est cool. Bon, c'est nos ops, même si on a rajouté un petit peu d'automatisation au-dessus de Clever, mais c'est pas grand-chose. T'inquiète pas. Donc, ce qu'on a, donc la plateforme de service Open, c'est quoi ? Donc c'est Clever Cloud plus quelques services transverses qu'on fournit à tous les développeurs pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc ce qu'on a fait, c'est que ces briques-là, on les a appelées avec des noms de la mythologie japonaise pour histoire de rester dans le délire, parce que Open en fait c'est un mot japonais qui veut dire ouverture. Donc on a essayé de ouvert. Excuse-moi. Donc on essaye de rester dans le même délire et du coup on a appelé nos projets avec des noms japonais. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait, puisqu'on a buildé pas mal de choses finalement. On a créé un reverse proxy, on a créé un module de feature flipping et d'AP testing, on a créé un module d'analytics, on a créé un module pour faire de la gestion de données privées et de droit à l'oubli. On a fait un module également pour faire un peu d'automatisation au-dessus de Clever Cloud, GitHub, etc. etc. Donc on va vous parler de notre site de démo, il me semble. Tout à fait. Donc on a fait un petit site pour vous montrer les différentes features de la plateforme. Donc ce site il est accessible sur whereistormoon.openmaif.fr. Et donc en fait il y a Tormoon, on l'a perdu, il est tombé d'un mur. Il est perdu quelque part et du coup comme l'État n'a pas trop d'argent pour aller financer les recherches, on a décidé de lancer une petite campagne de collecte. Donc il y a ce site qui est disponible. Donc en fait là l'idée c'est à travers cette petite application, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec le reverse proxy, ce qu'on peut faire avec la brique d'analytics et avec la brique de config distribué, feature flipping et A/B testing. Je vais te reprendre le micro. Ouais. Je voulais juste préciser deux, trois petites choses sur la slide précédente.
histoire d'être tout à fait clair. Donc oui, tout ça, on l'a buildé. Donc vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi vous avez buildé ça ? Pourquoi vous n'avez pas utilisé la stack Netflix ou autre ? Donc on va un peu vous présenter les différentes briques et vous expliquer pourquoi on a fait ce genre de choix. Mais globalement, on n'a pas fait ça juste pour se faire plaisir, voire pas du tout pour se faire plaisir. Il y a des fois où on aurait bien aimé que ce soit comme on veut. Mais en gros, on a essayé de faire des briques qui s'imprégnaient vraiment de la philosophie d'Open, à savoir API first, event driven, etc., etc. Donc on va revoir ça au fur et à mesure. Et pour le coup, l'idée, c'était vraiment d'apporter une solution technique juste pour un besoin. C'était pas de se forcer à rentrer dans des outils qui existaient déjà. Tout à fait. Donc juste pour continuer sur le site de démo, là en l'état, en fait, on a donc le site qui est sur un repo GitHub. Donc en gros, c'est une appli Node toute conne avec un peu de React. Et en fait, derrière, on a créé l'application dans Clever Cloud. Et l'application, elle est linkée sur la branche master. Et donc, en fait, une des premières facilités qu'on a avec Clever, c'est que dès qu'on fait un git push, c'est automatiquement redéployé. Et du coup, c'est disponible en production. Donc déjà, ça, c'est super bien. Comme disait Mathieu tout à l'heure, en fait, dès le début du projet, même si on a juste une page d'accueil, on peut déjà pousser le site et il est disponible. Donc là, c'était juste pour l'intro. Maintenant, je laisse Mathieu continuer. Donc on va parler de la première brique de Open, qui est en fait le reverse proxy, qui s'appelle Autoroshi. Donc en fait, pour notre architecture, donc vous avez peut-être vu dans... Oups, excusez-moi, c'est un peu confusant ce truc. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un reverse proxy ? En fait, on est reparti de nos cartes. Donc ces cartes, on les avait pas fait juste pour s'amuser à faire un jeu de cartes. On a essayé de faire quelque chose qui avait un peu de sens quand même. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, on va être API first, etc. Donc on avait besoin de faire en sorte que chaque API soit, une fois qu'elle est déployée, elle soit sécurisée, auditée, monitorée, maîtrisée, etc., etc. On avait besoin que ce soit simple d'utilisation. On avait besoin que des gens pas forcément technico-techniques puissent quand même regarder un petit peu de ce côté-là. Il fallait envisager tout ce qui est dégradation plutôt qu'interruption, etc., etc. Et on n'avait pas forcément envie de se bloquer avec des librairies, en fait, de faire ça au niveau librairie, puisque technologiquement, on n'a pas envie de se bloquer dans un dogme. Donc, on a préféré faire un truc qui nous permettrait de faire ça de manière globale sur toute la plateforme, sans pour autant avoir besoin d'utiliser du code, le même code un peu partout. Donc, sur le marché, il y a plein de choses qui nous permettent de faire ça. Donc il y a des choses open source, il y a des choses payantes, il y a des choses en SaaS, il y a des choses à déployer soi-même. Faut savoir que c'est un truc assez foisonnant, il y en a de plus en plus. Il y en a plus actuellement que quand j'ai commencé à faire Autoroshi, donc c'est quelque chose qui a le vent en poupe, on va dire, en ce moment. Et en gros, au début, on allait partir sur des choses classiques. Donc il y a des choses très bien, genre Traffic ou Kong, qui auraient pu vraiment coller à notre besoin. Il y a d'autres trucs, des petits nouveaux qui sont arrivés, genre Sozu de chez Clever Cloud, juste histoire d'en remettre une petite couche. Et voilà, on aurait pu utiliser ces outils-là. Après, on n'était pas forcément chaud, puisque ça ne collait pas forcément à la philosophie qu'on voulait adopter, et notamment les contraintes que j'ai citées tout à l'heure. Et du coup, on s'est dit à un moment, bon, avant de faire un choix, je vais essayer de coder un POC de ce que moi je trouve, ce qui serait mon dream reverse proxy. Donc j'ai codé un petit truc en 2-3 jours, on a testé, on a pu le mettre quasiment, pas en prod, mais on va dire ça a commencé à router les premières applications qui tournaient sur notre plateforme de service, et puis on s'est dit, bah go, quoi, on continue, et puis on en est arrivé à ce qu'est Autoroshi aujourd'hui. Donc Autoroshi, c'est un petit monstre dans la mythologie japonaise qui est juché au-dessus des portes des temples et qui bouffe tous les intrus qui essayent de profaner les temples. Donc voilà, Autoroshi, c'est le gardien du temple. Dans les faits, chez nous, c'est quoi ? C'est donc un reverse proxy avec une fine couche d'API management. Donc c'est-à-dire que chaque service qu'on va accéder à travers Autoroshi va de base, de facto, va être sécurisé, va être audité, monitoré. Donc on va pouvoir générer des clés d'API qui vont avoir du quota, du throttling. On va avoir des circuits de breakers intégrés pour pouvoir faire du retry avec du back-off, des choses comme ça. On va avoir pas mal de choses. On a une intégration assez poussée avec Clever.
Bah, c'est plutôt cool en fait ce truc. On verra tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais donc voilà, ça nous sert vraiment donc à faire en sorte que en fait tous nos microservices, quand ils dialoguent les uns avec les autres, ils passent forcément par Autoroshi. Donc ça c'est un point de design qu'on a posé dès le début, donc ça peut se discuter, on assume le choix. Et en fait, ça nous permet de combler le fait voilà, de ne pas avoir à mettre de lib dans chaque application, mais chaque application va quand même pouvoir, dès qu'elle fait un appel à un microservice, avoir du log, du monitoring, etc. etc. Et ça, c'est plutôt cool, et voilà comment on a géré nos services. Alors, je parle de microservices depuis tout à l'heure, ou de services, je ne sais pas exactement. On n'est pas trop dogmatique non plus sur ce point-là. On commence souvent par des petits monolithes, et puis après on split si besoin. Enfin, faut pas se prendre la tête avec ce genre de truc. C'est pas forcément le but. Attends un peu. Donc, Autoroshi, donc techniquement, on a fait ça en Scala, étonnamment. Avec du AK pour tout ce qui est gestion des streams. Donc en fait Autoroshi est full stream, quoi. Il y a pas on monte rien du tout en mémoire, donc ça a une consommation assez limitée quand même en mémoire. On utilise un peu de Play pour tout ce qui est templating, mais voilà. On a donc on est IPA first, donc on a vraiment une belle API REST qui permet de faire tout ce qu'il est possible de faire avec Autoroshi. Et on a quand même une UI assez sympa en React. Et après, on supporte plusieurs data stores. Donc le data store historique, c'est Redis. Après, on a un support pour du in-memory, du LevelDB, du Cassandra si on veut faire un truc un peu plus robuste. Et on prévoit d'en rajouter d'autres, potentiellement, pourquoi pas du Mongo ou d'autres choses. Et potentiellement, peut-être même des connecteurs pour, par exemple, si on veut mettre Autoroshi en frontal d'un Docker Swarm, d'un Kubernetes ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est assez simple, il suffit juste de se connecter à l'un et à l'autre et de synchroniser les deux. Donc c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement puisqu'on a une API qui nous permet de faire tout ce qu'on a besoin à n'importe quel moment. Donc voilà un petit peu techniquement à quoi ça ressemble Autoroshi. Donc on va faire une petite démo, je vais vous faire une petite démo pour montrer comment on peut s'en servir sur le site de Where is Tormund. Donc, j'ai pas de chez, c'est bon. Ouais. Donc, alors, c'est sympa les gars. C'est bon, t'es bien là. C'est cool. Donc voilà Autoroshi. Ok. Donc voilà Autoroshi à quoi ça ressemble actuellement. Donc là c'est la page d'accueil. On a des stats en live, d'ailleurs qui sont pas très en live, mais ça va se refaire. Donc voilà, on voit un petit peu combien on a d'appels sur la plateforme actuellement, des choses comme ça. Donc on va aller chercher notre service. Le jug il est là. Donc voilà, on a ce qu'on appelle nous le descripteur de service. Donc en fait, c'est tout un ensemble de configurations qui va nous permettre en fait de dire sous quel nom de domaine on va avoir notre microservice qui va être accessible et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ici, on a notre Where is Tormund qui tourne actuellement. Donc on peut faire des trucs de base, genre le passer en mode construction ou en mode maintenance pour pas que quand on a un truc qui est un peu pété. Donc ça, c'est des petites choses bêtes. Des choses un peu sympas qu'on peut faire avec Autoroshi, c'est par exemple passer le service en mode privé. C'est-à-dire que je vais devoir me loguer pour pouvoir accéder au site. Donc ça, c'est des trucs de base qu'on a conçu directement dans le proxy. Donc on peut voir ça comme un reverse proxy authentifiant. Sinon, donc on peut définir sous quel nom de domaine on va on va pouvoir accéder à notre application. Donc ici, on met ce qu'on veut. On peut gérer des sous-domaines. On peut mettre des noms de domaine à 100 points, sans rien. Enfin, on fait un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc ici, vous pouvez mettre n'importe quel domaine, tout ce qui vous passe par la tête, du moment que le domaine pointe bien vers la machine où il y a Autoroshi d'installer. Ensuite, on a les cibles qui sont, sur lesquelles le service qui contiennent vraiment le service appelé. Donc on peut en avoir une, on peut en avoir n, et du coup il y aura du load balancing qui sera fait entre les différentes targets. Donc là-dessus aussi il y a des API qui va vous permettre d'ajouter et de retirer des targets. Donc notamment si vous avez des nouveaux conteneurs qui démarrent dans votre Docker Swarm ou je ne sais quoi, les targets peuvent être automatiquement ajoutés via l'API pour que le service matche bien cet état de fait. On a diverses autres choses, on a du health check automatique, on a une partie circuit breaker qui permet en gros de dire combien on veut faire de retry avec du back-off ou pas du back-off, à partir de combien d'erreurs on va faire ouvrir le circuit breaker, quel va être l'intervalle avant que le circuit breaker se referme en état semi-fermé, etc. On va avoir aussi d'autres settings qui vont nous permettre
de rajouter des headers dans la requête qui sera faite au microservice, de faire du whitelisting, du blacklisting, et aussi du match sur des headers, donc pour faire par exemple du versionning de services, c'est un truc assez intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la partie descripteur. Et à partir de là, on va pouvoir voir d'autres choses. Notamment, on va pouvoir voir les pings du health check pour savoir si notre service va bien. Donc voir un peu la latence de base, si tout répond bien comme il faut. On va pouvoir voir des stats en live. Il y a pas mal de trafic actuellement. On va pouvoir voir ce qui se passe au niveau... Internet marche très bien. Je vais passer. Et on va pouvoir, alors là c'est un service qui est public, mais si jamais mon service n'était pas public, je peux fabriquer des clés d'API avec lesquelles je vais pouvoir gérer des quotas en mode journalier, en mode par mois. On va pouvoir gérer du throttling, on va pouvoir activer, désactiver, etc., etc. Donc là après on peut passer ça par un BR d'authentification, du JWT, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Autoroshi. C'est difficile de faire le tour là tout de suite, mais on a prévu de vous filer l'accès à un petit Dockerfile pour le tester chez vous si ça vous tente. Donc et du coup, ce que j'en note, c'est que l'UI rend le truc vraiment utilisable même par des gens qui ont moins de level technique comme moi, quoi. Moi, je comprends ce que je fais avec ça. Donc pour dire que c'est utilisable vraiment par beaucoup de monde. Donc voilà pour Autoroshi. Ok, donc moi je vais vous parler de la brique suivante. Donc en fait là dans notre plateforme de service, donc c'est bien, on a notre petite gateway qui contrôle les accès, etc. On a tous nos produits autour et en fait on a besoin sur ces produits de mesurer un maximum de choses, que ces choses soient techniques ou qu'elles soient fonctionnelles. C'est-à-dire que il peut y avoir des indicateurs métiers qu'on a besoin de remonter pour savoir, je sais pas quoi, des taux de transformation ou un trafic, un nombre de clients uniques ou ce genre de choses là. Mais on a besoin aussi de savoir combien coûte un produit tous les jours pour pouvoir prendre des décisions, savoir s'il est rentable, s'il n'est pas rentable, l'abandonner, le continuer. Et on a besoin d'avoir des données techniques pour les développeurs, pour qu'ils sachent si leurs API mettent trop de temps à répondre, ou s'il y a beaucoup de trafic, ou s'il y a des erreurs, etc. Donc pour ça, on a besoin de mesurer plein de choses. Et donc là, du coup, on avait besoin de mettre en place quelque chose qui permet d'ingérer plein de mesures. Donc il y a plein de solutions existantes. Moi par exemple j'ai déjà utilisé Logstash dans mes missions précédentes, mais en tant que développeur on aime bien avoir la main sur les choses et finalement développer quelque chose qui prend juste des événements et les stocke dans une base, c'est pas si compliqué que ça à développer. Et l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on peut gérer finement les erreurs, voir ce qui se passe en cas de problème, transformer les données comme on veut et le faire par du code, finalement, c'est vachement bien. Donc, de tout ça est né Omohikane. Donc, Omohikane, c'est encore un dieu. Donc là, c'est le dieu du conseil avisé. Donc, ça collait bien pour une brique qui permet de prendre des décisions, finalement. Donc, Omohikane, comment ça fonctionne ? Au niveau stack, on retrouve à peu près les mêmes candidats que pour Autoroshi. Il y a du Play, il y a du Scala, il y a du Java aussi, donc c'est un peu un mix, c'est une application hybride. Il y a du AK, il y a du Elasticsearch et du Kafka. Et du coup, en termes d'architecture, c'est assez classique. Grosso modo, on expose un endpoint REST avec une appli Play qui va aller mettre tous les événements dans un Kafka. Ces événements sont dépilés et grâce à Kastream et sont mis dans un Elasticsearch. Donc du coup là ce qu'on fait c'est que pareil pour avoir des contrôles sur les quotas de mémoire utilisés, etc. En fait quand on envoie des éléments on utilise un format qui s'appelle NDJSON. Enfin grosso modo c'est des JSON séparés par des anti/n et du coup ça permet de les traiter un par un en streamant la requête, etc. Enfin voilà, on s'est un petit peu amusé à essayer d'optimiser un peu les choses. Et côté UI, en fait, on propose un premier niveau de dashboarding, parce qu'en fait, comme on a la gateway en frontal qui log déjà plein d'événements dans notre plateforme, en fait, ces événements-là, on les connaît, on sait le format qu'ils ont, on sait ce qu'ils représentent. Donc à partir de ça, on est capable de créer des dashboards, au moins pour ces métriques-là. Donc on a directement toutes les stats sur les requêtes HTTP, le nombre de requêtes, la durée des requêtes, les statuts, etc. Toutes ces informations-là, on les a parce qu'elles sont loguées par les gateways.
Et puis à côté, en fait, on a aussi une application type batch, en fait, qui va aller chercher des informations dans Clever Cloud, parce que eux, ils exposent aussi plein de choses. Et du coup, on va remonter les informations de coûts, les informations sur les redéploiements des applications, enfin plein de choses qui vont nous aider finalement à administrer nos applications au quotidien. Et tout ça, ça peut remonter dans la plateforme. Et du coup, on offre une petite appli de visualisation qui permet de voir ce premier niveau d'information. Ce qui fait que quand un produit démarre sur notre plateforme de service, directement, il a le coût par jour, le trafic HTTP, etc. Sur son produit, et le nombre de redéploiements, et tout un tas d'informations. Donc ça c'est gratuit, on va dire. Et s'ils veulent aller plus loin, eux, ils vont pouvoir loguer leurs propres métriques. Et après, ils vont pouvoir utiliser soit nos API, soit notre petite lib de visualisation pour leurs propres métriques à eux, ou s'ils veulent plugger un Kibana ou ce genre de choses-là sur notre Elastic pour faire des choses custom, quoi. Et du coup, il y a un autre chemin de ces données, c'est que finalement, le Kafka, il y a un autre client qui se connecte, en fait, c'est ce qu'on appelle le Data Lake. Et grosso modo, c'est un cluster Hadoop qui permet de stocker les données à froid. Et ça, du coup, ça permet l'historisation. Et ça permet de pouvoir faire des analyses plus avancées en recroisant plein de données hétérogènes, quoi. Donc voilà ce qu'on a fait au niveau métrique. Donc la petite démo, ça va être très rapide. C'est juste pour vous montrer que... Donc là, notre produit, c'est Where is Tormoon. Si je vais dessus, j'ai un premier niveau d'information. J'ai un onglet sur les coûts par jour, donc on sait la dernière semaine combien ça nous a coûté, donc a priori il n'y a pas grand chose. Ça c'est des informations sur le trafic HTTP, donc là on voit qu'il y a eu des petits mouvements au niveau du réseau. Ouais. Et ça c'est des informations sur les statuts. Donc on voit que le 15 septembre a priori il y a quelque chose. Okay. Donc je ne vais pas plus loin sur la démo, c'est pas forcément très intéressant, mais du coup au moins ça vous montre le premier niveau d'information qu'on offre au produit pour un coût quasiment zéro, quoi. Donc je continue, maintenant que je suis chaud. Donc je vous parle de la brique suivante, donc ce coup-ci elle s'appelle Izanami. Donc pour aider les produits dans leur développement, la feature suivante qu'on avait besoin de mettre en place, c'est une configuration distribuée qui est modifiable à chaud. Donc ça peut être super pratique. La deuxième chose, c'est la notion de feature flipping. Donc c'est la possibilité d'activer ou désactiver une feature. Donc surtout dans un mode où on va faire du déploiement continu, on peut, du coup ça permet de développer des features, de les committer, etc., mais pas forcément de les activer tout de suite, ou de se décider on va activer cette feature-là à une date donnée pour, je sais pas, un événement particulier, quoi. Et du coup, il y a une autre feature qu'on offre, c'est l'A/B testing. Et l'A/B testing, c'est la capacité de mesurer entre deux versions d'un même composant lequel fonctionne le mieux. Voire N versions. Donc l'exemple que tout le monde connaît sûrement, c'est celui d'Obama pour sa campagne de collecte. On espère que ce sera pareil avec Tormoon, parce que où en fait, du coup, il a fait de l'A/B testing pour tester la meilleure version du bouton de récupération de dons, et du coup, en gros, en sélectionnant cette version-là, ça lui a permis peut-être de gagner la campagne, enfin, selon la légende. Donc là, c'est pareil, il y avait quelques libs qui existent toujours. Donc il y avait des choses qui étaient fortement liées à une technologie donnée type FF4J, qui n'était pas forcément orientée API. Côté A/B testing, il y avait un peu de choses pas forcément simples à utiliser, ou tout côté client. Enfin voilà, il y avait. Du coup, là, on voulait avoir encore une fois la main absolue sur ce qu'on voulait mettre en place. Et nous, on voulait essayer de regrouper la configuration distribuée, le feature flipping et l'A/B testing dans la même brique, parce que pour nous, finalement, ça avait du sens de les mettre ensemble, quoi. Donc est né Izanami. Donc Izanami, c'est la déesse de la destruction et de la création. Donc comme ça, en fait, on peut créer, détruire une feature, paf, comme ça, quoi. Et non, on a fait beaucoup de recherches. Il y a la moitié du temps passé, c'est de la documentation sur.
Ah oui, c'est pareil. Donc là encore une fois c'est du Play Scala React. Comme pour Autoroshi en fait on a plusieurs types de backend. Donc là à l'instant là aujourd'hui il y a du Redis, du in-memory et du LevelDB. On est en train de mettre en place du Mongo et du Cassandra. Sachant que nous en prod ce sera sûrement du Cassandra qu'on utilisera à terme. Enfin on verra. Ou un mix des deux. Du coup Clever. Alors pourquoi cet amour pour LevelDB par ailleurs? En fait, c'est plus pour le développement, finalement. Développement ou testing, c'est très pratique. Le truc, c'est qu'on utilise Play. En fait, Play, il a un truc qui est génial, c'est la compilation incrémentale et du coup le run incrémental. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais grosso modo, on démarre notre application et en fait, à chaque fois qu'on va faire une modification de code, en gros, ça va compiler le code à la volée et en fait, on a juste besoin de faire un refresh de l'appli pour voir les modifs. En fait, si c'était purement en mémoire, à chaque fois qu'il restart, tu repars à zéro. Voilà. Donc du coup, la base in-memory, avec ça, en gros, on perd toutes les données à chaque fois. Donc l'avantage de LevelDB, c'est qu'au moins, elles sont stockées sur le disque. Après, donc, c'est vraiment pas fait pour la prod, le LevelDB. Ouais, en local, ça commence à piquer un peu. Non, mais c'est vraiment pas pour la prod, c'est plus pour nous quand on... Ouais. Après, ceci dit, on les a tous testés sur Clever, ils fonctionnent tous pour le moment. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Donc du coup, dans ce soft, toujours les mêmes principes, API first, possibilité d'écouter les événements qui se produisent à l'intérieur même de la plateforme via des webhooks. Donc par exemple, là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que sur la partie A/B testing, finalement, on a besoin de collecter pour chaque client qui se connecte sur le site et qui choisit une variante, laquelle il a choisi, etc. Donc ça peut faire potentiellement un volume d'événements assez important. Et donc là, via des webhooks, en fait, on va pouvoir enregistrer notre plateforme de collecte d'événements sur Izanami pour qu'elle puisse venir récupérer tout ça, quoi. Et du coup, le fait finalement de fabriquer cette brique-là nous-mêmes, ça nous donne cette possibilité-là, en fait, vraiment d'avoir la main sur ce qui se passe, de publier ces événements via des webhooks et de pouvoir piloter l'application par autre chose que l'UI. Finalement, l'UI React, ce n'est qu'un client parmi d'autres. Et en gros, on peut... du coup, les serveurs de chacun des produits vont pouvoir aussi interroger les API pour savoir est-ce que telle feature est activée ou pas. Enfin voilà, quoi. Du coup, ça donne vraiment une possibilité d'utilisation très large. Et quelles que soient les technologies. En fait, on n'est pas couplé à du Java, même si historiquement, à la Maïf, c'est beaucoup de Java. Là, on peut faire n'importe quelle technologie. Et comme Clever Cloud nous permet de déployer aussi plein de choses, finalement, on offre plein de capacités pour les produits dans leur développement. Ça, c'est juste un petit exemple, du coup, si on veut utiliser Izanami avec du React. En gros, donc Mathieu a développé un petit composant, un petit client qui permet... En fait, là, du coup, on a une expérimentation qui s'appelle open.demo.collect. Donc ça, c'est la clé. Et on a deux variantes de notre bouton, qui sont la variante A et la variante B. Et en fait, au chargement de la page, on va interroger le serveur pour dire... Pour ce client, enfin pour le client courant, c'est quelle variante qui lui est affectée, parce que du coup, il va bien falloir qu'à chaque fois qu'il retourne sur le site, il tombe sur la même variante, sinon ça n'a pas trop de sens. Et du coup, on va lui affecter un bouton donné, un bouton pour ce client-là. Et s'il clique dessus, en fait, on va dire, en gros, c'est bon, c'est transformé. Et donc, on va avoir deux mesures. La mesure qui dit, il a affiché telle variante, et la mesure qui dit, en plus de l'avoir affiché, il a cliqué dessus et donc elle a gagné. Et après, derrière, on va pouvoir faire des choses de toutes ces données-là. Donc je vais vous faire une petite démo. Hop là. Si c'était sur celui-là. Attends, je vais faire précédent. Non, attends. Ok. Donc là, la première chose, on voit que dans le titre, c'est un peu moche, là, il y a 3 S. J'ai fait une petite boulette quand je l'ai écrit, du coup je vais aller corriger ça en direct. Donc j'avais mis le titre sous forme de configuration distribuée. Donc on est d'accord, c'est pour la démo, c'est pas forcément le meilleur use case pour ce genre de choses-là, mais bon... Ouais, c'est pareil, là on va faire en fait, quand tu vas recharger la page, on va avoir le titre qui a changé. Aller chercher la config à chaque requête HTTP, c'est clairement pas un pattern qu'on encourage. Hein, c'est histoire que donc après, du coup, dans les clients qu'on a écrits, là pour le moment, il y a un client JVM, un client Node et un client React. Et en fait, il y a des stratégies en fait, qui permettent de savoir comment on récupère les données, quoi.
soit on requête en permanence à chaque fois, soit il y a un petit cache local, etc. Enfin voilà. On l'a pas encore fait, mais peut-être qu'on fera un truc à l'inverse où du coup c'est le serveur qui va pousser les données à chaque client. On va voir parce que du coup ça fait beaucoup de connexions. Enfin bref, voilà, on se pose ce genre de questions là, quoi. Ensuite, donc ça je vais le fermer, j'en ai plus besoin. Là on voit que pour le moment il se passe pas grand chose sur le site. Il y a juste un bandeau d'avis de recherche, mais et il y a un petit message qui dit que la collecte va démarrer bientôt. Il faut revenir plus tard. Donc ça c'est du coup du feature flipping. Donc notre petit truc de feature flipping, il est ici. Donc si j'édite, en fait, on voit qu'il y a une notion de stratégie. Donc en gros, ça c'est dire comment on active la feature. Donc en gros, nos stratégies, c'est-à-dire que c'est à la main. Et sinon, il y a d'autres trucs du genre une date de mise en prod. Donc ça peut être pratique. Ou il y a une version en script. Donc en gros, on peut écrire un petit script JavaScript qui permet de décider si on active la feature ou pas en fonction d'un contexte. Voilà, ça peut être pratique. Donc ça c'est très pratique pour que notre équipe teste des features qui ne sont pas encore en prod pour le commun des mortels. Donc là j'active la feature et je recharge la page. Et là maintenant je vois un bouton apparaître où je peux donner un sou. Du coup maintenant la prochaine chose que je vais vous montrer c'est la partie A/B testing. Donc là, finalement, on a deux versions du bouton. Donc là, j'ai créé une expérimentation qui s'appelle aussi OpenDemoCollect, qui permet de tester les boutons et qui dit quel est le meilleur bouton. Donc là, j'ai deux variantes, la variante A et la variante B. Et là, en fait, le code que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, c'est le code de l'UI. Enfin, vous l'avez bien compris. Et pour vous démontrer ça, si je prends ça et que je vais sur une fenêtre de navigation privée, alors, c'est pas sûr que s'il y a des gens qui y vont en même temps... Ah si, c'est bon. Parce que du coup, c'est une personne sur deux. Donc en gros, si quelqu'un se connecte en même temps et me pique ce bouton-là, je ne peux plus l'afficher. Si tu l'afficheras, je l'afficherai le coup encore d'après. Donc là, du coup, on voit qu'il y a une autre version du bouton et je peux aussi cliquer dessus, donc du coup, le transformer. Donc comme on avait préparé un petit peu les choses, en fait, j'ai injecté des données via un petit scénario Gatling pour avoir un peu de data. Et à la fin, on peut voir le report qui dit que, grosso modo, c'est la variante A qui gagne. Donc le bouton rouge. Parce que le bouton rouge, c'est... Ok. Hop, je passe ça et je laisse la suite. Alors, on va parler rapidement d'une autre brique qui est en cours de construction encore. C'est Akoro Kamui. Donc, le nom est un petit peu compliqué. Et en fait, Akoro Kamui, c'est une pieuvre dans le folklore japonais. Enfin, ça ressemble à une pieuvre, hein, ça se voit. Alors du coup, Akoro Kamui, pour nous, c'est un portail orienté dev qui permet de bootstrapper et d'administrer facilement les applications. En gros, c'est une UI. Derrière l'UI, il y a la pieuvre avec toutes ses tentacules qui va taper sur Clever, sur GitHub, sur Otoroshi, donc sur les API, pour facilement centraliser toutes les actions techniques de la product team. Au lieu d'avoir à se connecter partout, à créer des comptes pour tout le monde, en fait, il y a juste à avoir un accès à Ako. On fait 2 clics, on tape le nom du truc et tout se crée partout. Donc ça simplifie énormément la vie, ça simplifie la gestion des habilitations aussi, parce que la product team, elle voit dans Akoro Kamui que le produit dont elle a la responsabilité, elle voit pas tout le parc. Et ça nous simplifie la vie aussi au niveau de notre brique d'analytics, au Mohicané, parce que c'est beaucoup plus simple de gérer le nommage et le typage des métadonnées en centralisé que s'il faut les mettre dans chaque brique. Donc il y a une autre brique qui est en cours de construction, c'est Nio, donc tu peux passer direct à la suivante. Alors, il y a un enjeu qui est majeur chez nous à la Maïf, c'est l'enjeu des données personnelles, donc du self-data et de la vie privée. En ce sens, on a notre Chief Data Officer qui a rédigé une charte numérique Maïf, qui doit être disponible sur notre site institutionnel, je crois. On a aussi fait des rapprochements avec des boîtes comme CozyCloud ou Snips, qu'on partage les mêmes valeurs à ce sujet. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être totalement transparent sur la gestion des données perso et de donner la main aux utilisateurs pour qu'ils puissent facilement administrer leurs données éparpillées sur l'ensemble des produits de notre plateforme. Donc du coup, ça permet d'être en accord avec la GDPR qui rentre en vigueur en 2018 et qui exige en fait la portabilité totale de nos données personnelles et le droit à l'oubli. Donc du coup, on a créé Nio. Alors c'est un truc qui est tout jeune, on a juste commencé à travailler dessus. Donc Nio, c'est 2 divinités qui sont à l'entrée des sanctuaires et qui chassent les démons et les mauvais esprits.
Donc c'est vraiment le gardien du sanctuaire, le gardien de vos données personnelles. Donc c'est vraiment une brique qui va permettre, un petit peu comme ce que fait Google Takeout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est Google Takeout. Ça peut vous permettre d'extraire vos données de vos comptes Google sous des formats open. Mais là c'est pareil, on va pouvoir extraire les données ses propres données personnelles depuis toutes les applications sur lesquelles on participe sur la plateforme de service. On va pouvoir également supprimer toutes ces données et tout ça avec du contenu pédagogique pour que les utilisateurs comprennent bien les enjeux et les conséquences de ce qu'ils vont faire. Et c'est quelque chose qui ne sera pas du tout caché, ça va faire partie du process d'inscription sur les divers produits pour que on soit le plus raccord possible avec ce qui est demandé. Donc c'est quelque chose qu'on a juste commencé et on espère avoir bien avancé avant mai 2018. Sinon ça va être compliqué. Et du coup, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'intégrer toutes ces notions de vie privée et de respect des données perso by design dans la plateforme quand on construit un produit en fait. Donc voilà, là on vous a présenté pas mal de choses. Donc vous avez vu qu'on a fait pas mal de choses à la main. Il y a des choses qui n'existaient pas et qu'il a fallu créer. Il y en a d'autres qu'on a décidé de créer parce que ça matchait mieux notre use case. Mais malgré tout, on a utilisé pas mal de choses open source. On a utilisé des bases open source, on a utilisé des frameworks open source, etc. Et on s'est dit qu'on aime bien cette philosophie. On a créé des trucs pour matcher nos use cases. On s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres gens qui avaient le même genre de use case. Du coup, on a décidé d'open sourcer les briques sur lesquelles on travaille. Alors, on va commencer par Izanami et Otoroshi dans un premier temps. Du coup, donc oui. Pour ceux qui sont pas familiers. Comment ça ? Vous n'avez pas encore retenu les noms ? Donc oui, Reverse Proxy et A/B Testing dans un premier temps. Donc on se donne un objectif de fin d'année, début d'année prochaine, mais je pense que fin d'année, on devrait y arriver. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui... alors nous, ça marche très bien sur Clever, mais on fait en sorte que ça marche un peu partout. Vous avez vu qu'on fait d'autres back-ends. On essaie de faire en sorte que notre truc soit pas du tout propre à nos besoins, mais qu'il soit propre à vos besoins également. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors je crois qu'on a des GitHub, mais on en parlera un petit peu plus tard, qui sont déjà ouverts. Et puis il me semble qu'on a un compte MyFix sur Twitter qui pourrait peut-être annoncer le truc, non ? Ou c'est pas nous ? Je sais pas, je viens de leur D'accord, c'est pas toi. Donc voilà, on annoncera sûrement ce genre de choses à ce moment-là, mais en attendant, on vous montrera un site web sur lequel vous pourrez avoir de plus amples informations. On a d'autres choses à dire à ce niveau-là. Un add-on Clever en février. Comment ? Un add-on Clever en février. Un add-on Otoroshi ? Ok, on fait ça. Ok. Donc voilà. Alors, donc en conclusion, c'est pas des fantasmes ce qu'on vous a raconté là, on le vit vraiment depuis 6 mois, ça marche. Au bout de 3 mois, on avait déjà des produits qui tournaient en production sur la plateforme. On a des super retours des équipes de dev qui bossent dessus. Je crois qu'il y a Thomas qui est par là, qui bosse sur le produit Share du coup. Ça marche vraiment, nous on prend du plaisir à bosser là-dessus. Et si on est convaincu que si ça nous sert à quelque chose, si ça nous facilite la vie, ça peut vous faciliter la vie, vous développeurs, que ce soit dans des grands comptes ou dans des agences web, on est convaincu que ça peut vraiment vous servir, et on est surtout convaincu qu'on peut faire grandir cette plateforme ensemble. Tout nu, si possible. C'est mieux. C'est mieux. Du coup, Open, vous verrez, voilà. Donc voilà, on a fini notre présentation. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous les poser. On a ce petit site qui est à votre disposition où il y a rapidement des choses sur les briques. On va étoffer ça dans les jours à venir. Et vous avez un lien vers un repo GitHub avec une image Docker d'Otoroshi si vous avez envie de le tester à la maison. En 5 minutes, on le teste, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va traîner dans le coin encore un petit peu, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on a des t-shirts et des logos, des trucs. Merci.